Je suis ici, je pense, à deux titres, à la fois ma casquette de directeur de laboratoire, d'un laboratoire qui est impliqué dans les groupes 3 du GIEC depuis le second rapport d'évaluation de 1996, et à titre personnel, j'ai été auteur principal des 4e et 5e rapports d'évaluation, donc toujours dans le groupe 3, et je serai convening lead author, donc responsable d'un chapitre, ou plutôt co-responsable d'un chapitre avec un collègue sud-africain, pour le 6e rapport. Alors, je vais commencer par présenter des excuses parce que je dois prendre un train qui part à 1h de l'après-midi dans gare de Lyon. Donc je vais être obligé de condenser un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc il part celui-là. Je voudrais faire deux choses rapidement. La première, c'est peut-être présenter en quelques mots ce que contient ce rapport du groupe 3, qui est peut-être moins connu en France, où la communauté du groupe 1 est très forte. La communauté du groupe 2 et 3 est plus morcelée et moins importante en nombre, d'une part. Et d'autre part, je voudrais arriver à ce qui est le cœur, c'est-à-dire faire quelques commentaires sur les recommandations, enfin sur déjà l'état des lieux qui a été dressé sur le GIEC et sur les recommandations qui ont été données, parce que en tout cas, de mon point de vue, elle ne reflète pas ce que j'ai vu et ce qui me semble correspondre aux enjeux qui se posent au niveau du groupe 3. Alors, donc quelques mots sur ce que c'est que ce rapport du groupe 3. Donc j'ai pris la structure du dernier rapport publié en 2014, celle du prochain, du prochain est assez similaire à quelques modifications près, mais c'est pas très grave. Donc qu'est-ce que vous trouvez dans un rapport du groupe 3 ? Vous trouvez d'abord toute une série de chapitres, un petit peu d'introduction, qui posent une série de bases à la fois sur la notion de risque et d'incertitude vue par cette communauté, sur les liens entre changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre et développement durable, etc. On a ensuite, et c'est le premier cœur du rapport, toute une série de chapitres qui regardent secteur par secteur, les options de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la fois d'un point de vue technique et du point de vue de leur économie et de leur coût, et des implications et des questions institutionnelles associées à leur déploiement. Donc dans les grands secteurs sont l'énergie, les transports, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture, agriculture et foresterie, et puis un petit nouveau dans la R4 qui était les villes, les systèmes urbains, qui ne sont pas un secteur économique au sens de la comptabilité nationale, mais qui sont évidemment des systèmes qui en tant que tels, ça a été mentionné dans les présentations précédentes, sont extrêmement importants. Vous avez ensuite donc, les deux chapitres qui étaient ici au 5 et 6, qui finalement prennent une vision d'ensemble. Là, on avait une vision qui était sectorielle, secteur par secteur. 5 et en particulier 6 regarde finalement, évalue la littérature sur les politiques climatiques d'ensemble, finalement les stratégies ou les trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'économies dans leur ensemble. Donc tout secteur confondu. Donc le 5 regarde les choses de façon rétrospective, le 6 de façon prospective, et d'une certaine façon, en tout cas c'était l'objectif qui avait été donné dans la construction de ce chapitre. Il essaie de ce rapport, d'être mis en cohérence avec les travaux sectoriels, ce qui n'est pas complètement évident parce qu'on parle de littératures qui reposent éventuellement sur qui sont des littératures différentes, qui ne sont pas forcément toujours cohérentes les unes avec les autres. Et puis vous avez les chapitres 13 à 16 qui eux s'intéressent plus aux instruments de politique publique qui permettent de mettre en œuvre et de déployer les différentes solutions techniques et les différents éléments de trajectoire de réduction d'émissions qu'on a vu dans les chapitres précédents. Alors, tel que c'était structuré, en tout cas dans la R5, il y avait à la fois un chapitre qui s'intéresse aux enjeux globaux, donc tout ce qui était à l'échelle mondiale, un chapitre 14 au niveau régional, donc par exemple tout ce qui se fait typiquement, ce qui peut se faire à l'échelle de l'Union européenne, et puis un chapitre 15 sur tout ce qui était les politiques nationales et sous-nationales, et à l'échelle des États par exemple, des États à l'intérieur d'une nation, et un chapitre 16 qui était sur les questions d'investissement et de finances.
Donc voilà en quelques mots ce qui se trouve à l'intérieur de ce rapport. Pour réaliser ce rapport, c'est à peu près 230 auteurs, principalement académiques, mais aussi des experts venant d'un certain nombre qui sont publiants, mais non rattachés, non affiliés à une institution académique, je vais y revenir. Ces auteurs n'embrassent pas l'ensemble des disciplines scientifiques, néanmoins, ils sont issus d'un panel déjà relativement large, puisqu'il y a les sciences de l'ingénieur, donc tout ce qui est les spécialistes finalement des technologies qui sont là, donc des sciences humaines et sociales, donc économie, gestion, sciences politiques, géographie, sociologie, autres SHS, il y a quelques philosophes, d'autres anthropologues qui étaient présents. Et puis j'ai mis, alors je ne sais pas si c'est une discipline à part ou pas, mais effectivement toute la partie de modélisation, notamment qui nourrissait ce chapitre 6, qui est presque une discipline en soi, finalement d'intégration à l'intérieur dans des modèles d'évaluation intégrés, des outils permettant d'évaluer, effectivement, de tenter d'évaluer les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, les chiffres ont été, je ne reviens pas sur les chiffres qui sont derniers. Alors, dans l'intérêt du temps, je vais passer sur les éléments, quelques éléments sur les messages, mais je pense que ce n'est pas le plus important et vous trouverez ça très facilement sur Internet. Pour venir plus à quelques éléments à la fois de commentaires sur ce groupe-là par rapport en particulier au papier qui nous a été proposé et aux remarques et aux recommandations qui ont été faites sur le processus du GIEC et son évolution. La première chose, c'est de dire qu'effectivement, dans une optique où on s'intéresse de plus en plus aux solutions, le rôle du groupe 3 depuis le départ a été effectivement de travailler sur les instruments politiques publics, les moyens par lesquels on pouvait mettre en œuvre des politiques d'atténuation. Alors évidemment, avec des degrés de précision et de technicité qui ont évolué, qui sont considérablement améliorés au cours du temps. Mais là, j'ai repris ici la table des matières du groupe 3 de 1996, où on a déjà toute une série de travaux qui s'intéressent aux éléments politiques publiques et qui ont notamment nourri la réflexion qui a mené au protocole de Kyoto. Ensuite, le deuxième point sur lequel je pense qu'il est important de souligner, c'est que, alors peut-être contrairement aux autres groupes, mais le groupe 3 est déjà très largement informé par de l'expertise qui n'est pas strictement académique au sens de publication dans des revues à comité de lecture. En gros, la moitié, alors je tiens le chiffre des deux co-chairs du groupe 3, actuel du groupe 3, sur la R5, à peu près la moitié des références sont des références grises. Alors qu'est-ce que c'est que des références grises? Ça peut être des rapports de l'Agence internationale de l'énergie, de la Banque mondiale, de l'OCDE, ça peut être des publications statistiques d'un certain nombre d'États, donc ce sont des choses qui ont un processus de validation d'une façon ou d'autre, mais qui n'est pas le processus de validation de la revue, de la peer review, de la revue. Alors c'est difficile, j'ai fait ça très rapidement en balayant la liste des auteurs et ce n'était pas complètement évident. Il y a en gros 20% des auteurs de la R5 qui n'étaient pas affiliés dans le monde académique. Alors ce sont en général des publiants, d'excellents experts, des gens qui publient, mais qui peuvent être rattachés à, je sais pas, l'Electric Power Research Institute aux États-Unis, qui est l'association des électriciens et des électriciens américains, donc qui n'est pas qui est clairement un acteur, un stakeholder dans le processus. Donc il y a des ONG là-dedans, des gens qui viennent d'entreprises, effectivement, d'organisations internationales, d'agences gouvernementales aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà effectivement une information assez forte de cette nature. Et quand on va regarder les reviews, alors là aussi c'est extrêmement difficile à faire parce que je ne me suis pas amusé à regarder le détail de chacune des affiliations. Je pense que c'est assez conservateur de dire qu'il y a au moins le quart des reviewers de ce rapport qui étaient hors du monde académique. Alors, une des recommandations, dans des recommandations qui étaient faites dans le papier, était effectivement d'améliorer les relations avec les parties prenantes. C'est effectivement un enjeu essentiel. Une difficulté en revanche,
c'est que c'est déjà un processus qui est extrêmement lourd pour les auteurs. On passe essentiellement, on se réunit 4 fois en auteur dans chaque chapitre, enfin 4 fois dans le processus d'élaboration d'un rapport, et on passe les 3e et les 4e rapports entièrement à prendre une liste d'un tableau Excel avec à peu près 1 millier de commentaires sur votre chapitre, auxquels on doit répondre un par un. Alors le travail a quand même été prémâché, mais c'est un travail énorme, extraordinairement consommateur en temps, et qu'il n'est pas évident de le pousser encore plus, est évidemment un problème, ou en tout cas qui risque de décourager assez fortement les auteurs, les auteurs. On peut noter aussi en revanche, je pense, alors ça j'ai pas de statistiques dessus, mais l'impression que ça donne, c'est que ce processus est très inégalement utilisé. Vous avez quelques états particulièrement bien organisés pour aller répondre, commenter, critiquer sur chaque point avec des choses extrêmement précises et de vrais commentaires, et puis d'autres qui sont juste aux abonnés absents. Et donc là, il y a peut-être c'est pas tant en termes de quantité, mais en termes de qui répond, il y a certainement quelque chose à faire. En tout cas, si on garde ce processus, il y a effectivement un enjeu, je pense, de bien meilleure distribution du processus de revue qui aujourd'hui n'existe pas. En tout cas, je crois qu'il est vraiment important d'insister sur ce point et d'insister derrière sur la charge de travail pour les auteurs. Alors, parmi les enjeux, moi qui me semble, je voudrais terminer par 3 enjeux qui me semblent vraiment centraux de tirer cette expérience sur le temps et qui peuvent amener à des éléments de changement sur la façon de procéder du GIEC. Le premier, c'est la question de l'articulation entre finalement les objectifs qui sont donnés à un rapport du GIEC. Donc comme l'a expliqué Eric, en amont, il y a ce scoping meeting qui définit une sorte les têtes de chapitre et puis le contenu un peu de chaque chapitre, qui est ensuite repris par l'Assemblée plénière du GIEC, qui dit voilà, c'est ça la feuille de route. Et maintenant, vous allez répondre à ces questions-là. Ensuite, pour répondre à ces questions, le GIEC, comme Serge Panton l'a rappelé au départ, ne fait pas de recherche. Il prend la recherche et il évalue la recherche qui existe. Et donc, si vous n'avez pas de recherche pour répondre à un point, simplement, vous ne pouvez pas y répondre. Il y a un exemple typique dans le rapport du groupe 3, ça a été ce fameux chapitre 6, qui s'est beaucoup intéressé aux trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, plutôt avec un horizon de long terme. La question était, dans quelle mesure peut-on faire du 2 degrés, qui était l'objectif de l'époque, et avec des réponses qui portaient surtout sur, finalement, à l'horizon 2050-2100, oui c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut qu'on ait disponible telle et telle technologie de biocarburant, par exemple, et séquestration de carbone, ce genre de choses. Un reproche juste qui a été fait à ce chapitre, c'est de dire oui, bon, vous nous dites plein de choses sur 2050, c'est très bien, mais nous, on a besoin de questions, d'éléments sur 2010, 2015, 2020, comment on fait maintenant pour commencer à amorcer ce pic des émissions et cette décrue dont on a parlé précédemment. Eh ben, pas grand-chose. Il y avait peu d'éléments. Mais il y avait peu d'éléments parce qu'il y avait peu de recherche sur le sujet. Et s'il y avait peu de recherche sur le sujet, c'est notamment parce que les incitations, par exemple les programmes européens de recherche, ont quand même été très fortement orientés, avec beaucoup de moyens mis, et donc derrière les équipes, on a parlé d'inertie, les équipes de modélisation, et l'ensemble des équipes de recherche ont quand même pas mal suivi, sur les questions de long terme, précédemment. Et évidemment, 4-5 ans plus tard, vous avez les papiers qui sortent, et c'est cette littérature-là que vous évaluez. Donc il y a un enjeu, je pense, d'articulation, de meilleure articulation entre programmation de la recherche et agenda du GIEC, très en amont, parce qu'évidemment, il faut quelques années quand même pour produire de la littérature que vous allez évaluer. Le deuxième point, et alors là sur lequel je n'ai pas de réponse, mais qui m'inquiète beaucoup dans mes futures fonctions de responsable de chapitre, c'est comment faire pour faire une évaluation dans un monde dans lequel j'ai une explosion du nombre de références. Donc alors j'ai pas eu le temps de récupérer les courbes, mais il y a des magnifiques courbes exponentielles, on voit le nombre de papiers sur le sujet du climat qui est potentiellement pertinent, qui explose. Le problème, c'est que le ratio, le nombre d'auteurs, lui, n'augmente pas trop, donc le ratio auteur sur le nombre de papiers à reviewer, il a tendance à diminuer assez rapidement. On a derrière aussi en plus un enjeu de qualité. Derrière cette inflation, c'est pas juste qu'il y a plus de scientifiques, c'est aussi peut-être parce qu'il y a plus de revues, plus de publications. Il n'est pas complètement sûr que les processus de revue eux-mêmes soient en capacité de maintenir un niveau de qualité égal. Donc ça veut dire plus de besoins d'évaluation. Et on commence à constater même de la fragmentation. C'est-à-dire vous avez des gens qui écrivent sur un sujet, d'autres gens qui font communauté, c'est-à-dire qui se citent entre eux, d'autres gens qui écrivent sur le même sujet et qui font communauté, qui se citent entre eux, mais ces deux lignes-là, qui parlent en fait de la même chose, ne se rencontrent pas et les papiers n'ont pas échangé. Et donc vous êtes au moment de faire l'évaluation, vous avez quelque chose où finalement vous vous rendez compte que vous avez des lignes de littérature différentes.
Et puis il y a une question aussi de temps simplement qui est derrière, et là je reviens à la question des auteurs qui prennent en général ça, qui sont auteurs du GIEC, mais en plus de toutes leurs autres activités, donc c'est très valorisant. Il est évident que c'est une carte de visite académique tout à fait intéressante, et ça c'est évidemment pas à négliger. Néanmoins, là on est dans des natures de travaux qui commencent à prendre une ampleur qui va peut-être au-delà de ce qui est annoncé. Dernier point, c'est cette question que vous mentionnez beaucoup dans le papier qui me semble très importante sur l'articulation des échelles et sur le fait qu'on a aujourd'hui besoin de réponses pour informer les trajectoires de réduction des émissions à l'échelle des décisions nationales, les stratégies nationales. Alors moi, c'est un point qui me pose aussi beaucoup de questions, puisque le chapitre que je vais co-diriger a pour objet justement la revue de tous les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et moyen terme à l'échelle nationale, aux échelles pays. Et en particulier, on doit évaluer toute la littérature sur les contributions nationales. Donc la question, c'est évidemment, il est impossible de dire on divise notre chapitre en 180 sections, une par pays. Ça fait pas de sens. Donc, comment on fait? Alors, il y a une question de dire, ok, on essaie de trouver des études nationales, mais de faire émerger des messages qui sont un peu généralisables, soit à l'ensemble des pays, soit par groupe de pays, je ne sais pas, les exportateurs de pétrole, etc. Ce qui n'est pas évident, parce que ça suppose qu'il y ait une littérature. Jusqu'à quel point l'équipe de toute façon de rédaction l'équipe de rédaction elle-même ne pourra pas faire cette analyse. Donc il faut déjà qu'il y ait une littérature qui elle-même fasse la synthèse des littératures nationales. Peut-être se focaliser plus sur les mécanismes que sur tel ou tel, il faut mettre tel prix du carbone dans tel pays pour que ça marche. Non, c'est pas ça la question, c'est plus les mécanismes qui font qu'un prix du carbone marche ou pas. Et là, il y a peut-être des conditions plus générales qu'on peut faire émerger. Il a été mentionné aussi les études de cas, le fait de dire de travailler plus avec des études de cas et notamment en profitant du fait qu'on peut évaluer maintenant un peu ex post des travaux qui ont été faits dans plein de pays. La grande difficulté, c'est la susceptibilité des pays sur le sujet. J'ai travaillé pendant un moment à la Banque mondiale et où on faisait des rapports sur justement toute une série de sujets. Et il est extraordinairement difficile de convaincre des pays au board de mettre dans un rapport un encadré disant prenons un exemple. Alors, même de bonnes pratiques, ce n'était pas complètement évident, mais alors pire, un exemple de ce qui ne marche pas, ce qui en général ce dont on apprend le plus, alors là, vous étiez tout de suite mort, dans le processus de revue, la box disparaissait. Et donc je ne pense pas qu'au niveau du GIEC, on arrive que ce soit plus facile de faire monter ce genre de choses, alors que, c'est bien clair, il y a vraiment un enjeu. Voilà, alors, pour terminer sur ce point-là, et pour terminer cette intervention, je pense qu'il faut quand même aussi séparer un petit peu les rôles. C'est-à-dire que le GIEC n'est pas une expertise pays, et de toute façon ne pourra pas faire il faut des dispositifs complémentaires à des échelles différentes qui permettent de renseigner de façon plus fine, et je pense que c'est vrai pour l'atténuation comme pour l'adaptation, les politiques. En revanche, il reste quand même aussi que pour l'atténuation comme pour l'adaptation, les conditions de mise en œuvre dépendent aussi pas mal de ce qui se passe à l'échelle régionale ou globale, parce que j'ai des mécanismes, des politiques de transfert de technologie, parce que j'ai des bons mécanismes économiques, parce que j'ai une articulation correcte avec le commerce, et pas des choses qui se tirent dans les pattes, ce genre de choses. Donc là, le GIEC reste complètement pertinent sur ces enjeux. Les conditions d'ensemble de réalisation de la mise en œuvre des politiques nationales, mais il y a besoin de dispositifs complémentaires pour informer les politiques à l'échelle locale. Je vous remercie.